Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h. Si vous nous suivez en direct à la télévision, via vos box, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, journée relativement calme sur les marchés, notamment sur les marchés développés en raison de Columbus Day qui commémore la découverte des Amériques par Christophe Colomb. À cette occasion, le seul marché obligataire américain reste fermé aujourd'hui, mais les autres places sont ouvertes, et notamment le marché actions US. Néanmoins, ça reste une journée relativement calme pour débuter la semaine, plutôt dans le vert d'ailleurs. La tendance est positive sur les actions européennes et sur les actions américaines, avec de nouveaux records à signaler, notamment pour le S&P 500 qui se rapproche des 5850 points au plus haut de son histoire. Avant le démarrage et la montée en puissance de la séquence microéconomique, les résultats d'entreprise vont marquer les prochains jours et les prochaines semaines. Nous aurons encore de grandes banques américaines qui publieront leurs résultats au cours des prochaines heures et des prochains jours. Et puis en Europe, la séquence commencera demain soir avec le point d'activité trimestriel de LVMH après la clôture du marché parisien. L'autre partie de la semaine et de l'agenda sera consacrée à la politique monétaire, avec la décision attendue ce jeudi de la Banque Centrale Européenne qui va délivrer une troisième baisse de taux consécutive de 25 points de base. Quel sera le discours? Toujours la même question, mais quel sera le discours qui accompagnera ce mouvement qui n'était pas forcément d'ailleurs un mouvement écrit sur les murs il y a encore quelques semaines, puisque le marché et la BCE elle-même anticipaient plutôt une prochaine baisse de taux à l'occasion de la réunion du mois de décembre. Néanmoins, ce meeting servira bien à baisser les taux une nouvelle fois. Pour quelles raisons? Question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, comme chaque lundi en début de semaine, nous retrouvons notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas pour notre quart d'heure américain dédié en grande partie bien sûr à la politique américaine, à quelques 3 semaines maintenant de l'élection présidentielle du 5 novembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. J'ai oublié de citer la Chine, mais la Chine est encore dans tous les esprits en ce début de semaine, puisque l'événement du week-end était notamment la conférence de presse organisée par le ministre des Finances chinois samedi dernier. Oui, une nouvelle conférence de presse très attendue par les investisseurs qui espéraient avoir plus de détails sur la relance de l'économie chinoise. Le ministre des Finances a notamment annoncé qu'au cours des 3 prochains mois, 2300 milliards de yuans d'obligations spéciales pourront être utilisés, soit à peu près 300 milliards d'euros. Mis à part cela, le budget précis n'a pas été partagé et la situation laisse les investisseurs sur leur faim. En parallèle de cela, différentes données d'activité chinoise pour le mois de septembre ont été publiées ces dernières heures. Oui, à commencer par les exportations chinoises qui sont largement sous les attentes, en progression de 2,4% sur un an, après 8,7% en août. Les importations s'établissent à plus 0,3% contre un consensus de plus 0,9%. Les prix à la production diminuent plus que prévu en reculant de 2,8%. Enfin, l'inflation ressort inférieure aux attentes à 0,4% sur un an en septembre. Sur les marchés actions et sur nos marchés actions, toujours une forte corrélation entre ce qui se passe en Chine et le secteur du luxe. Et aujourd'hui, ça ne va pas dans le bon sens pour les valeurs du luxe. Oui, ces valeurs font les frais de la conférence de presse et des données d'activité chinoise. L'Oréal et Hermès cèdent 2%. Kering est dernier du CAC 40. Le titre perd 4%. LVMH perd plus de 3% de son côté et publiera son chiffre d'affaires du 3e trimestre demain, dans ce contexte de crainte sur le marché chinois. À Paris, le CAC 40 était tiré vers le bas par les valeurs du luxe une bonne partie de la séance, avant de remonter dans l'après-midi pour tourner autour des 7600 points. Sur le marché obligataire, la séance est très calme aujourd'hui. Oui, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, seuls les marchés actions sont ouverts aux États-Unis. Le marché souverain gardera porte close en raison du Columbus Day. Côté européen, le rendement de l'obligation allemande à 10 ans est autour de 2,25%. Le spread franco-allemand reste compris entre 75 et 80 points de base. Et puis parmi les événements business du moment, notez le coup d'envoi du Salon mondial de l'automobile aujourd'hui à Paris. Oui, alors que le secteur automobile européen est dans la tourmente, les investisseurs surveillent les possibles annonces au Salon de l'auto. Carlos Tavares devrait s'exprimer sur les difficultés de Stellantis. L'entreprise avait alerté le mois dernier sur ses résultats annuels. Le titre Stellantis est en hausse de plus de 1,5%.
Et puis entre micro et macro, qu'est-ce qui attend les investisseurs demain, Pauline? Alors, les publications d'entreprises vont monter en puissance dès demain. En France, on attend donc ceux de LVMH, mais aussi de Dior et Fnac Darty hors CAC 40. Aux États-Unis, Citigroup, Bank of America ou encore Goldman Sachs rendront leur copie. Et côté macro? L'indice ZOO allemand du mois d'octobre est attendu, ainsi que la production industrielle de la zone euro pour le mois d'août. À noter également, cette semaine est une semaine d'échéance sur les marchés avec l'arrivée à expiration de plusieurs produits dérivés vendredi. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel nous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est avec nous, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Jean-François Robin, le directeur de la recherche de Natixis. Bonsoir Jean-François. Bonsoir à tous. Et Kevin Tauzet avec nous également autour de la table. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Vous êtes membre du comité d'investissement de Carmignac. Ravi de vous retrouver tous les trois. Parlons de la Chine peut-être pour commencer. Jean-François, qu'est-ce que vous comprenez de la stratégie de Pékin depuis les premières annonces du 24 septembre qui court encore jusqu'à aujourd'hui et peut-être encore demain? On voit déjà que Pékin a recréé quand même des attentes très fortes de la part des marchés, des investisseurs, des économistes peut-être aussi, avec une stratégie de livrer des détails au compte-gouttes jour après jour. On attend un petit peu un bazooka et pour l'instant c'est un peu le pistolet à eau dans le sens où on a beaucoup d'annonces, mais essentiellement depuis le début de ces annonces, elles sont surtout à destination du marché action, où en fait on a injecté de la liquidité quand même essentiellement pour donner la possibilité aux entreprises de racheter leurs actions, de donner de la liquidité aux collectivités locales et aux banques pour qu'elles rachètent des actions. Donc ça a extrêmement bien fonctionné. On a vu la surperformance du marché action chinois et la plupart des investissements, trend is your friend, tendance mon ami comme vous le dites ici, et tout le monde s'est engagé là-dedans. Et d'ailleurs on a vu un record d'inflow sur les achats sur les actions chinoises. Donc ça c'est la première ça marche. Flèche. On parlait de Abenomics au Japon. Des Shinomics. Des Shinomics. Ça a bien fonctionné. En revanche, ça laisse tout le monde un petit peu hésitant sur la macroéconomie, puisque ce qui manque à la macroéconomie, c'est pas du tout ça. C'est pas le marché action qui concerne très peu de Chinois. Eux, c'est 70% de leur richesse, c'est l'immobilier. Donc il y a beaucoup de flèches qui sont tirées pour le marché immobilier, mais on voit bien que ça marche assez peu finalement. En revanche, l'énorme éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est la consommation en Chine qui ne redémarre pas. Et les chiffres d'aujourd'hui montrent encore ça, avec des chiffres de l'inflation, des limites en déflation. Les ventes au détail ne démarrent pas. Il y a sans doute un jeune sur 4 qui est au chômage en Chine. Vous avez un taux de chômage en Chine qui est supérieur sans doute à ce qu'il est en France. Vous avez quand même un énorme problème de consommation. Et ça se résoudra pas par des côtés, des petits aménagements cosmétiques. Tout le monde attend un petit peu un bazooka à la 2008, c'est-à-dire on sort un petit peu des grandes dépenses budgétaires. Problème, par rapport à ce qui s'était passé lors de la grande crise, la Chine n'a sans doute plus les moyens financiers de le faire. On les voit qui réduisent un petit peu leurs engagements. La route de la soie, on voit bien qu'ils sont un petit peu en train de réduire la voilure. Et donc on attend un petit peu ce truc-là. Donc c'est ce qu'on attendait samedi. Je termine, mais c'est une illustration quand même de ce qui se passe là-bas. On voit bien quand même les interrogations. Donc on attendait ce comité de samedi au plus haut niveau avec des annonces concrètes. On ne les a pas eues. Et dernièrement, on a vu le plénum. Il y en a tous les 10 ans. On a vu le 3e plénum. Et quand on avait demandé à tout le monde quel est pour vous ce qu'il faut faire pour relancer l'économie chinoise, la conclusion officielle de ça qui était sortie pour les médias, c'était qu'il fallait qu'on chante dans les entreprises la pensée de Xi Jinping. Bon, ça vous donne quand même un petit peu une idée de l'esprit schumpeterien, entrepreneurial qu'il peut y avoir là-bas. Il y a quand même des problèmes structurels qui ne sont pas adressés par les mesures qui ont été annoncées. Mais ça veut dire qu'il faut imaginer quelque chose d'assez continu comme effort, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on s'apercevra qu'il n'y en a pas assez, que le marché en veut plus, il faut imaginer que le pouvoir, les planificateurs étatiques en remettront un peu au pot au fur et à mesure. Alors, c'est ça l'idée ? Je pense que ça peut être ça l'idée, mais c'est une mauvaise idée. Parce qu'en tant qu'ancien banquier central, ce qu'on dit bien quand on veut faire des interventions, pas efficace. C'est que soit on fait un Big Bertha quand personne n'attend, et là c'est efficace. On marque les esprits tout de suite. Il vaut mieux prendre un marché de cours qui est short pour faire retourner ses positions. Là aujourd'hui, de donner avec parcimonie des petits éléments comme ça, en fait ça finit par faire flop. Puis il y a une espèce d'habitude qui se prend en mesure. On attend il y a un rendement décroissant de la stratégie. Tout à fait. Donc le rendement marginal décroissant de l'annonce. Et donc moi je crois que c'est pas très très efficace. Et tous les chiffres qui sortent aujourd'hui montrent pas du tout un rebond de la consommation interne.
Donc c'est ça qu'il faut, que ça se stabilise. Et que les annonces datent du 24 septembre. Enfin, voilà. Les chiffres qu'on a aujourd'hui datent du mois de septembre. Oui, mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été annoncé pour l'instant qui est pour la conso domestique. Il n'y a pour l'instant rien qui augmente le revenu des ménages et qui leur permette d'investir dans autre chose que de l'immobilier. Arrêter de faire baisser l'immobilier, c'est peut-être déjà une manière de mettre un plancher à la confiance. Mais le ménage chinois, pardon, je termine, il se sent déjà complètement ruiné, beaucoup trop investi dans l'immobilier. Donc on ne va pas remettre au pot là. Ce qu'il faut, c'est qu'ils se prennent conscience et qu'ils se mettent à acheter un petit peu plus facilement des biens, du retail sales. Ils vont le faire parce que j'ai compris que tout le monde va pouvoir acheter des actions avec des financements et de la liquidité, mais les collectivités vont pouvoir acheter aussi des immeubles, des appartements pour peut-être les remettre demain en location aussi. J'en sais rien. Mais c'est toujours cette idée-là autour du marché immobilier, Sophie, sur la Chine. La crise immobilière, elle est tellement profonde que... Les prix de l'immobilier baissent encore. Hein. Les prix de l'immobilier baissent de 3 ans après. Cette année. Donc, dans 70 principales villes, c'est pas juste. Oui, c'est ça. Donc la crise immobilière, elle est tellement profonde qu'il faut, probablement, il faut d'abord résorber ça. Et quand même, les mesures qui ont été annoncées ce week-end, à moyen terme, ont quand même une portée principalement sur l'immobilier. Alors après, effectivement, le marché est déçu. Alors, on imagine bien le côté LVMH L'Oréal, c'est-à-dire un petit peu l'idée qu'on va redonner confiance aux ménages et qu'ils auront envie de consommer. Je pense vraiment pas que ça soit la priorité de Xi Jinping. En tout cas, il ne fait pas une relance dans son pays pour que les gens achètent des sacs à main chez LVMH. J'ai comme un doute. Donc, non, mais il y a une prise en considération quand même du consommateur plutôt que de l'aspect production-producteur, quoi. Voilà, il y a une prise de conscience, mais il y a entre guillemets... C'est un travail titanesque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, résorber les problèmes immobiliers, j'ai lu différents papiers à ce sujet, et ce dont on parle, c'est des mesures pour vraiment résorber la question immobilière aujourd'hui. C'est 3 fois ce qui a été annoncé ce week-end qui serait nécessaire si on voulait d'un coup... Pour provisionner les cadavres qui restent, quoi. Si on voulait d'un coup nettoyer et apurer... donc là, c'est déjà une salve très très importante. Il y a probablement d'autres choses qui se sont annoncées. Mais après, effectivement, et c'était très bien dit par Jean-François, c'est qu'on a un taux de chômage important en Chine, on a des ménages qui ont vu, entre guillemets, une partie de leur richesse, en tout cas ont l'impression qu'une partie de leur richesse est partie en fumée, et avant qu'ils se remettent à consommer... ça fait déjà quasiment un an de déflation derrière nous en Chine. Voilà, il faut pouvoir stabiliser tout ça. C'est-à-dire que quand on craint pour son travail, la consommation n'est pas l'objectif numéro 1. Donc effectivement, c'est un petit peu un cercle vicieux et qui prend du temps. Enfin, on l'a déjà vu sur d'autres marchés. C'est une histoire de 2025 quand même. Enfin, au fur et à mesure, avec l'accumulation d'annonces et peut-être d'autres à venir demain, est-ce que ce qui est annoncé là aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve en 2025 à un moment dans la conjoncture chinoise, ou c'est à terme dans 10 ans, quoi? Non, c'est probablement pas dans 10 ans. Je pense que le gouvernement a probablement un horizon plus court, peut-être 2-3 ans. Mais c'est pas une formule magique qui instantanément va redonner le sourire aux ménages et les inciter à consommer de façon importante. Il faut un petit peu de temps. Mais il y a déjà quand même des choses qui sont assez... Il y a effectivement beaucoup d'incitations pour les marchés financiers, mais pas que. Sur l'apurement du marché immobilier, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées et qui peuvent effectivement avoir un impact positif. Mais ça prend du temps. Kevin, comment vous regardez l'histoire chinoise aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a peut-être de bon à prendre? Quels sont encore les points d'interrogation? Et qu'est-ce que ça change jusqu'à chez nous, d'une certaine manière? Puisqu'on sait que tout le monde n'est pas obligé d'être investi directement en Chine aujourd'hui, par exemple. Il y a plusieurs choses. La première, c'est quand même qu'on a depuis quelques semaines, alors on parlait beaucoup du put de M. Powell il y a un mois, là le put budgétaire des autorités chinoises. Okay. Alors, j'acquiesce, je suis assez d'accord sur l'ampleur de ce dernier. En tout cas, il peut encore se matérialiser. Il ne s'est pas encore pleinement matérialisé. Ça, c'est le premier point. Je crois que c'est un point qui est positif. Sur les marchés d'actions, je crois qu'on a aussi vu que les autorités chinoises y étaient très sensibles. Donc, on a sans doute un plancher sur ces marchés d'actions. Pour rappel, la communication de samedi, elle a été annoncée en début de semaine quand ces mêmes marchés d'actions chinois ont ouvert en forte baisse. Ça aussi, c'est potentiellement quand même une bonne nouvelle pour les investisseurs qui investissent en Chine. L'impact sur nos valeurs, nos entreprises européennes, je crois que la différence de performance, si je regarde un indice de valeurs technologiques chinoises qui sont beaucoup impliquées dans de la vente digitale, donc, les grandes plateformes, JD.com, Alibaba, etc., sont en hausse de 30%, là où des acteurs du luxe français sont plutôt en baisse entre 10 et 30% sur ce même horizon de temps-là, sur ces 3-4 dernières semaines. Et je crois que ça donne quand même une indication de où iront ces mesures de relance. Dans ce que vous disiez sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau, et je crois que c'est ça qui est important aussi, c'est que ce qui compte,
en termes économiques, c'est quand même l'impulsion budgétaire. Aujourd'hui, on a des rumeurs d'impulsion budgétaire, mais on n'a pas d'impulsion budgétaire. C'est-à-dire que les quelques 400 milliards auxquels faisait allusion Pauline tout à l'heure, c'est la possibilité pour les autorités locales de réutiliser des quotas du passé qui n'ont pas été utilisés pour venir accommoder acheter des terrains, etc. Ça ne résout pas du tout le problème de surcapacité. Pour rappel, il y a quelque chose comme 90 millions de logements disponibles en Chine. On peut loger l'intégralité de la population brésilienne dans des appartements vides chinois. Enfin, c'est quand même... Donc, évidemment que ce contexte-là, comme vous le disiez, il ne se résout pas d'un coup de baguette magique. Pour autant, on peut s'attendre, si la bonne nouvelle c'est ça, c'est qu'on a clairement un plancher sous ces marchés d'actions chinois. Est-ce que ça fait de ces marchés d'actions chinois un investissement ? C'est plutôt un trade qu'un investissement de moyen long terme. Ça reste tactique au mieux à ce jour. Tout à fait. Ouais. Et donc ça, je crois que c'est quand même plutôt la bonne nouvelle, si j'ai envie de voir ce verre à moitié plein. Pour autant, je crois que les autorités chinoises ont très grande marge de manœuvre pour intervenir. Et là aussi, aujourd'hui, ils ont plutôt injecté des liquidités. Ils sont très préoccupés par ce risque de déflation par la dette. Pour rappel, les prix à la production sont en contraction. Ça va faire 2 ans qu'ils sont en territoire négatif. Moins de 8% ce week-end. L'inflation à la consommation, légèrement positive. Ça veut dire que le PCE, la combinaison des deux, en tout cas une forme de mélange des deux, sera négatif. C'est pas une très très bonne nouvelle pour les autorités chinoises et ça les fait bouger. Pour autant, aujourd'hui, ils vont, on va dire, essayer de combattre ce risque-là avec des injections de liquidités. Je ne suis pas sûr qu'on aille combattre une trappe à la liquidité par injecter plus de liquidités. C'est un peu comme mettre de l'eau dans une rivière. Donc il faudra du stimulus budgétaire, classique, traditionnel, comme on a pu le connaître. Aujourd'hui, on l'a pas encore, mais on a pu voir qu'il pouvait bouger assez vite. Il y a d'autres échéances politiques, fin du mois, fin décembre, que ce soit le Congrès national. On peut imaginer, effectivement, de ce point de vue-là, si on essaye de se mettre dans la tête des planificateurs chinois, mais qu'ils n'ont peut-être pas voulu tout mettre sur la table aujourd'hui, avant une échéance comme celle du 5 novembre, par exemple. C'est possible. Alors, je ne suis pas là pour faire de la politique fiction. Non, mais oui. Mais c'est tout à fait de l'ordre du possible. En tout cas, des marges de manœuvre, je crois qu'il y en a. Il n'y a pas eu forcément les mesures de relance extraordinaires qu'on a pu connaître en Europe ou aux États-Unis dans le sillage du Covid. Ils ont plutôt été, on va dire, relativement orthodoxes dans ce sens-là. Même si on prend l'hypothèse basse, Jean-François, d'un plan de soutien à minima pour mettre des planchers, comme on dit, que ce soit sur les marchés actions, immobiliers ou même sur la consommation, essayer d'une certaine manière quand même de mettre un plancher à la baisse de la confiance du consommateur, c'est bon pour nous, c'est bon pour l'Europe. Enfin, je veux dire, ça participe à l'idée d'une croissance européenne en 2025, peut-être autour de 1% encore. Ça aide ou ça reste marginal aujourd'hui quand on réfléchit aux effets d'entraînement que ça peut avoir sur le reste du monde? Alors, il y a plusieurs choses. C'est, effectivement, la Chine, c'est 18% du PIB mondial. Donc, c'est le gros moteur de ces 10 dernières années de l'économie mondiale, même si ça n'a rien à voir avec la taille des États-Unis, qui est plutôt 25% du PIB mondial. Donc, c'est plutôt les US qui sont le moteur de l'économie mondiale. En revanche, la Chine était l'atelier du monde et de plus en plus aussi le marché too big to miss. 1,4 milliard d'habitants. Vous êtes Volkswagen, vous êtes le luxe français, vous aviez 30 à 40%. La Chine achète 30% des sacs à main du monde. Elle achète 25% de l'ensemble des matières premières du monde, etc. etc. Donc évidemment, c'est un marché très, très, très important. En revanche, ce qu'on peut quand même dire, c'est 2 remarques. La première, c'est qu'aujourd'hui, le seul moteur de l'économie chinoise, c'est donc pas la consommation domestique, c'est les exportations. Et la déflation, aujourd'hui, c'est pas un drame pour les autorités chinoises, puisque c'est même un truc qui leur permet d'exporter leur surplus. Et on peut penser même à du dumping, puisque c'est une façon pour eux de tuer la concurrence avant de faire remonter les prix. C'est la définition du dumping. Et donc, moi, c'est pour ça, quand vous posiez la question, quand est-ce que les mesures doivent avoir un impact, je pense que si ça n'a pas un impact en 2024, je pense qu'en 2025, ce sera pire, parce que le monde, si Trump arrive, le monde est en train de se fermer, les droits de douane augmentent partout. Donc, le dernier moteur de l'économie chinoise, il faut absolument qu'il y ait un contrepoids à ça qui arrive avec la consommation domestique, parce que ça va se fermer, ce moteur, ou en tout cas, ça se ferme de plus en plus. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que les valeurs européennes qui étaient portées par le marché chinois, je prends pour exemple Porsche, par exemple, elle est bonne, moins 15%. Pourquoi ? Parce que, il y a une attaque du luxe, c'est plus trop à la mode de regarder le luxe en ce moment en Chine. Je suis désolé pour nos grandes boîtes du luxe, on va voir les résultats de LVMH demain, etc. Mais je pense que la dynamique du marché chinois va un peu s'essouffler, parce que le luxe
est moins bien vu. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas, c'est une des sociétés les plus inégalitaires du monde, donc il y a beaucoup de riches en Chine, mais il faut le faire un peu planquer, quoi, quand même. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les Chinois, ils favorisent des valeurs chinoises, quoi. Et donc, je reviens à mon Porsche. Porsche, ils se font évincer du marché parce que, Porsche n'a pas pris le train de l'électrique, contrairement à ce que tout le monde dit. Ben, ce qui est demandé en Chine, c'est les voitures électriques. Hein. Là, maintenant, c'est 60% des voitures électriques vendues, c'est que de l'électrique et du full électrique, et c'est que des voitures chinoises. Et il y a une incitation. Vous le disiez sur le retail avec Alibaba, JD, etc. Temu, voilà, vous pouvez y aller. Tous ces trucs-là, on favorise le chinois contre le non-chinois. Donc, le moteur de l'économie mondiale, c'est plus la Chine. Et en plus de ça, même si la consommation domestique repart, je crains que ce soit pour les firmes chinoises d'abord. D'accord, avec cette idée, Kevin, là, vous avez travaillé un peu le secteur du luxe et secteur automobile. Ouais. C'est-à-dire, au-delà de l'aspect conjoncturel, demande chinoise, il y a quand même des facteurs structurels qui deviennent des vents contraires aujourd'hui pour ces groupes occidentaux sur ce marché chinois. Et oui, c'est-à-dire que, en effet, quand on vient stimuler son économie, on va dire finançant de façon plus ou moins directe des exportations à bon compte, il faut quand même s'attendre au bout d'un moment à ce qu'on ait une réponse de ces mêmes partenaires. Même de la part de l'Europe. De la part de l'Europe, on l'a vu. Parce que l'histoire commerciale, c'était surtout Chine-États-Unis jusqu'à présent. Mais la Commission européenne a déjà une dizaine de jours la possibilité de remonter les niveaux de tarifs douaniers sur les autos chinoises de 10% à 45%. Donc cette question des tarifs, elle inclut aussi aujourd'hui l'Union européenne face à la Chine. C'est une nouvelle dimension de ce point de vue-là. L'Union européenne est clairement dedans. Et je crois même que les mesures de relance chinoises, alors sans doute qu'elles auront un effet d'entraînement sur les matières premières moins important que le passé. Je ne suis pas sûr qu'on aille refinancer ces 90 millions de logements vides en construisant des nouveaux immeubles. Mais pour autant, des mesures de relance domestique en Chine sera un effet haussier sur des matières premières. Et ça, pour nous, Européens, qui importons ces matières premières, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la croissance économique européenne. Sur des secteurs spécifiques qu'on a pu citer, Sophie, est-ce que la dimension commerciale entre l'Union européenne et la Chine, alors est-ce qu'elle ira jusqu'au niveau de conflictualité qu'on a aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine? Je n'en sais rien, mais en tout cas, on sent que cette dimension commerciale est en train de prendre une tournure un peu différente aujourd'hui, avec des aspects de rétorsion qui vont directement et de plus en plus peut-être viser des secteurs stratégiques pour nous. Il y a deux aspects qui ont été abordés dans la discussion. Un aspect est l'aspect du dumping, qui est un aspect qui est vraiment intéressant. Notamment si on prend l'exemple du monde de la chimie, la demande interne chinoise est moins bonne, les entreprises chinoises sont venues vendre davantage en Europe, tant et si bien qu'on ait une reprise des volumes, les prix s'écroulent. Donc, c'est pas étonnant qu'à un moment, les autorités européennes s'attaquent aussi à cette question de la concurrence chinoise. La question automobile, elle est évidente et elle est très très problématique parce qu'effectivement, on est obligé aujourd'hui de mettre une barrière aux voitures électriques chinoises. Sinon, l'Europe sera envahie de voitures électriques chinoises et c'est justifié puisque les prix sont très très attractifs. C'est 15 millions d'emplois, l'industrie européenne. Voilà, mais c'est d'autant plus un problème qu'il y a finalement, ils produisent peu là où ils vendent. Alors après, il y a des partenariats qui se mettent en place. BYD va commencer à produire en Europe, etc. Bon, tout ce monde-là. Turquie, Hongrie. Mais un peu comme les Japonais aussi, à l'époque qui finalement commençaient à se faire boutir des États-Unis, ont commencé à construire. Toyota à Valenciennes, c'était exactement. C'était de la voiture française. Il y a énormément d'usines Toyota. En revanche, la contrepartie de ça, c'est effectivement des fleurons de l'industrie allemande qui maintenant souffrent beaucoup. Et cette phase de transition, elle est très difficile parce que pour des BMW, des Mercedes, c'était 30% des résultats opérationnels réalisés en Chine. Et là, les volumes sont en train de baisser assez fort. Parce que non seulement, effectivement, le luxe est pointé du doigt par le gouvernement comme quelque chose de pas très patriotique. Pas d'ostentation. Voilà, pas d'ostentation. C'est pas sans rappeler l'histoire. On avait déjà eu l'histoire des montres. Oui, il y a 10 ans, déjà, je me souviens. Mais déjà aussi le cognac, les spiritueux. Enfin, à chaque fois, c'est un peu cyclique. On traverse ces histoires. Ça. Donc, effectivement, on a plusieurs secteurs comme ça qui sont en train de souffrir. Et qui vont devoir s'adapter. Alors, le secteur du luxe, c'est une question intéressante parce que si on rétropédale un peu, on a déjà vécu un grand trou d'air comme ça quand les Japonais ont commencé à consommer moins de luxe. Le relais a été pris par la Chine avec là une force de frappe colossale. Et maintenant, on voit bien que la prochaine étape, c'est l'Inde. Ouais. Alors, combien de temps on va mettre pour basculer du consommateur chinois au consommateur indien et dans quelles conditions on verra. Mais là, on est effectivement dans une phase qui devient moins favorable. Ouais.
Oui, sur le luxe, effectivement, vous dites qu'il y a moins de vents porteurs forts que ce qu'on a pu connaître dans le cycle précédent, Kevin. Oui. Parce que là, c'est une question qu'on se pose. Oui, on a eu des baisses de 20-30% là, sur des grandes valeurs du luxe. Donc, tout le monde se demande si c'est pas une bonne idée d'en racheter un peu aujourd'hui, quoi. Alors, il y a une histoire d'horizon de temps. C'est-à-dire qu'on a des résultats qui vont être annoncés cette semaine. Alors, je passe sur, ou pas d'ailleurs, sur certains acteurs qui, eux, vont avoir une croissance des revenus qui va être négative et négative à 2 chiffres. Et ça fait quelque temps que ça dure pour, on va dire, les moins bons de la classe. Et je mets des guillemets dessus, en tout cas sur certains groupes. C'est le VMH qui commence demain soir, cette semaine. La croissance des revenus chez le VMH, c'est attendu en hausse de 2,5%. Croissance organique. C'est les attentes du marché. Dans ce contexte-là, quand on a, on va dire, une base de coûts qui monte et qui monte plus que ça peut quand même pincer les marges. Un peu pincer les marges. Donc, je comprends. Dans le secteur du luxe, le point bas sur les marges, il n'est pas encore là tout de suite maintenant dans ce secteur. Je crois qu'il n'est pas encore passé sur certaines valeurs. Après, on en a quelques-uns qui sortent du lot. On pense à un groupe comme Hermès, par exemple, qui, c'est plutôt la tortue que le lièvre dans la cour, donc qui tend à avoir... Ils ont leur temps. Exactement. Ils ont leur temps. Stabilité. Ou des groupes comme L'Oréal, où là, la proportion des coûts fixes est quand même beaucoup moins importante que dans d'autres grands groupes du luxe français. Je crois qu'il y a un broker qui classait, alors sur l'aspect Chine spécifiquement, les groupes de luxe qui arrivent à limiter à moins 10% la baisse de leurs ventes en Chine font partie des bons élèves aujourd'hui. Et puis là aussi, c'est-à-dire que si on se projette un peu plus loin qu'un trimestre, c'est quand même ce qu'on essaye de faire quand on investit sur les actions et sur les marchés. 2025, ça peut aussi bien se passer. C'est-à-dire que si on a une économie américaine qui finalement tient bien, si l'Europe, on pourra en reparler, mais pourquoi pas, sur un malentendu, comme dirait... oui, comme il l'aurait dit, oui. Comme il l'aurait dit. Si les mesures chinoises, finalement, on a une vraie relance de la consommation, alors un peu moins d'ostentation, si quand même certains consommateurs sont prêts à acheter ces fameux sacs à 5 ou 10 000 $, on peut avoir là aussi, on a quand même un horizon qui s'éclaircit pour le secteur. On n'en est pas déjà, Jean-François, à se demander si la baisse de taux de la Fed le 18 septembre de 50 points de base était une erreur. Non, mais avec l'idée que la Chine relance, qu'on puisse avoir, je sais pas, des matières premières un peu plus, avec des prix un peu plus élevés, etc. Alors non. Je sais que le débat peut vite changer. Peut vite changer. On a vu les anticipations sur les taux américains passer du Coca Light, pour citer un autre humoriste français. Non, mais c'est vrai qu'on a des choses qui bougent énormément. Mais après, nous, notre scénario, c'est quand même que la Chine ralentit l'année prochaine. Donc structurellement, la Chine, elle va vers 3%, puis 2%, elle ralentit. Elle se ferme aux produits européens et occidentaux en général, et elle ralentit. Alors les mesures qui sont là sont pour contrer ce phénomène, mais je pense que la Chine n'est pas le marché forcément de l'avenir. On parlait de l'Inde, mais je rappelle que l'Inde est encore plus protectionniste que les barrières tarifaires. Elle aussi émet des barrières tarifaires sur les véhicules chinois, si vous voulez investir et vendre en Inde, il faut produire en Inde. Enfin, il y a exactement la même chose qu'avaient initié les Chinois, que font les États-Unis. Donc pour revenir à votre question, je ne pense pas que la Chine va être le moteur du monde, et je pense que les États-Unis, encore une fois, c'est une économie qui est en train de se fermer, elle aussi. Les États-Unis, quand vous regardez le ratio des imports ou des exports dans le PIB, c'est un pays qui se ferme. Le taux d'ouverture, le taux d'ouverture a baissé de 6 points en 10 ans aux États-Unis. Voilà, le taux d'ouverture aux échanges mondiaux. C'est un pays qui est de moins en moins dépendant et qui est de moins en moins le moteur du monde. Donc il faut quand même prendre ça en compte, parce que probablement qu'un Trump qui arrive au pouvoir le 5 novembre, si c'est lui, il va plutôt accentuer le côté « je me ferme au monde », c'est un isolationniste, c'est un mercantiliste, etc. Donc ça, c'est pour l'économie mondiale. Pour répondre sur la question sur la Fed, du coup, c'est une économie de plus en plus fermée, il raisonne qu'en économie fermée. Le dollar, c'est mon monnaie, ma monnaie, votre problème, quoi. Et donc, il ne raisonne pas tellement en fonction de est-ce que la Chine va être un rebond pour les entreprises américaines qui sont moins exposées là-bas, quand même. L'exposition des résultats opérationnels des boîtes américaines en Chine, c'est assez marginal dans le PIB américain. Et donc, la Fed, qu'est-ce qu'elle regarde ? C'est la dynamique aujourd'hui de l'économie américaine. Et quand vous regardez le niveau des taux réels, il est beaucoup trop élevé encore aux États-Unis. Donc, ils peuvent nettement baisser les taux. Ils ont bien fait de faire 50 points de base. Moi, je pense qu'ils ont été un peu
justement, c'est une frappe préventive, comme on dit, de ce point de vue-là. Assurantiel. Il n'y avait pas du tout besoin trop de les baisser de façon accélérée comme ça, mais je pense qu'on voit bien que l'économie, l'inflation, on a beau dire que les PPI baissent moins que prévu aux États-Unis, que l'inflation a surpris à la hausse. Enfin d'accord, mais le PPI il baisse, le CPI il baisse, on est à 2,4, ça baisse vers 2,4. Donc pour vous, il y a une vraie légitimité à aller vite au taux neutre. Ah bah oui, parce qu'on est en deçà de ce que pensait même la Fed, et on voit bien que le marché du travail, il y a des indicateurs, et là ça va être très compliqué pour la Fed avant le 7 novembre, la prochaine réunion de la Fed. Il y a les élections, donc c'était peut-être aussi intelligent de faire 50 points de base, parce qu'ils auraient fait 25 et faire 50 points de base juste après les élections américaines, ça pouvait être vu comme politique, mais surtout ils vont avoir un énorme problème, c'est qu'il y a un truc nouveau dans le monde, c'est que le monde, il y a le dérèglement climatique avec des phénomènes météo extrêmes quasiment tous les jours, et donc là on voit bien que les ouragans qu'il y a aux États-Unis vont complètement mettre à mal la lecture qu'on pourra faire des statistiques américaines sur l'emploi. Ça va bruiter une lecture économique qui était déjà très bruitée, quoi. Très bruitée. Et si je donnais un petit sentiment, malheureusement, c'est que je pense que ce qui s'est passé avec la succession d'ouragans, là, ça y est, on en a toute la semaine, là, eh bien, c'est que ça va probablement dégrader plus le marché du travail que s'il n'y avait pas eu tout ça. Et donc, on va dire, ah bah oui, il faut corriger, etc. Mais je pense qu'on va bien voir. C'est temporaire, ça. Oui, c'est temporaire. La Fed doit voir à travers ça, quand même, non ? Mais comme la Fed, son unique maintenant. C'est l'emploi. Lui, dans son compas, elle a dit que c'était l'emploi. Elle n'est pas obligée. Bon. Okay. Je pense qu'elle va en faire une lecture prudente, mais ça ne va pas aller dans le sens de pas de baisse. Donc moi, je pense qu'il y a bien 25 points de base qui arrivent le 7 novembre. On garde ça quand tout le monde pensait 50 et puis la 0. Le marché va peut-être dépricer ça. Moi, je pense qu'il y a 25 qui arrivent en novembre parce que de toute façon, les taux américains réels, avec une inflation qui continue à baisser, avec un marché où on voit de plus en plus des données sur la tension, sur on parlait des automobiles, tous les prêts auto, les prêts cartes bancaires, mais les prêts auto, les prêts subprime auto, il y a une forte dégradation, on n'a pas vu de ça depuis 2008. Donc il y a quand même un petit sujet de conditions financières qui sont un peu trop restrictives aux États-Unis. Donc, après, les entreprises continuent de se financer extrêmement bien, les conditions financières sont très laxes, les marchés sont au plus haut, le taux de chômage reste à 4,2. Enfin, il y a aussi plein d'arguments qui vont dans le sens de... Il n'y a pas urgence non plus à se précipiter pour y aller. C'est-à-dire que nous, on dit que ça va baisser jusqu'à 3% les taux d'intérêt, ce qui mettrait les taux d'intérêt là où c'est neutre. Ouais. Donc, il ne s'agit même pas d'aider l'économie, il s'agit d'être moins le pied sur le frein. Mais jusqu'à 3%, vous avez encore 200 points de base que vous pouvez faire sans avoir appuyé sur le frein. Vous avez sur l'accélérateur, vous avez juste levé un peu le frein. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment de la place pour baisser, même si l'économie, d'accord, je suis d'accord avec vous, l'économie américaine se maintient de façon remarquable. Sur les perspectives de baisse de taux, qu'est-ce que vous dites à ce stade chez Dorval, Sophie Oui, il y a quelques baisses de taux là, faciles à faire pour la Fed, pour les autres, pour la BCE aussi. La BCE qui va baisser ses taux cette semaine, c'était pas gagné, comme je le disais, c'était pas écrit sur les murs il y a encore 3 semaines, à écouter le discours des membres influents de la Banque Centrale Européenne. Là, cette fois, visiblement, ça semble acté. Le sentiment, c'est quand même que c'est plus urgent en Europe qu'aux États-Unis. La normalisation aux États-Unis, elle paraît légitime. C'est-à-dire que moi, on est complètement aligné avec ce qui vient d'être dit. Et effectivement, le mandat sur l'emploi, les signaux d'effritement qu'on voit sur le marché du travail, on est sur le marché américain, même s'il y a toujours beaucoup de résilience. Et les chiffres d'épargne ont d'ailleurs été révisés en hausse. Enfin bon, il y a beaucoup de résilience sur le marché américain. En revanche, en Europe, on a une situation où ils risquent plutôt d'en faire pas assez que trop. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'interrogations, des fragilités qui sont assez évidentes. Il y a eu le gros retard à l'allumage du secteur manufacturier qui là, continue à pénaliser l'Europe. Donc oui, on est dans cette phase de baisse de taux avec, à notre sens, et puis en Europe surtout, le seul moteur, c'est le moteur monétaire. Parce qu'aux États-Unis, il y a effectivement, face à un marché du travail qui pourrait s'effriter un peu, il y a le moteur monétaire et puis le moteur budgétaire, il n'a pas disparu. Et que ce soit Donald Trump ou Kamala Harris, il y aura du déficit. Il y aura du budgétaire. Alors, ça ne sera pas du budgétaire de même nature, probablement, mais il y aura du budgétaire. Donc, nous, en Europe, on a un autre problème, probablement. Et en plus, avec beaucoup de disparités, ce qui complexifie aussi un petit peu la lecture, avec finalement, cette fois-ci, une Allemagne qui ne va pas bien, une Europe du Sud qui va plutôt mieux, une Espagne qui révise en hausse son activité, mais d'une façon générale, peut-être des efforts plus importants à consentir en termes de politique monétaire en Europe qu'aux États-Unis.
Comment ça se joue dans les marchés, ça? Enfin, je veux dire, l'enjeu du policy mix pour 2025, on va dire les choses comme ça, Kevin. Oui, alors Jean-François parlait de l'échéance politique de novembre. Alors, si je prends son Bien point. sûr. Si je regarde des sondages ou des sites de Paris ou des agrégateurs de sondages, c'est comme si on jetait une pièce. Et il me semble qu'il y a quand même deux échéances. C'est-à-dire que si d'un côté, on a, je caricature, hein, mais en gros, on a un candidat comme Trump qui est élu et qui baisse les taux d'imposition, vraisemblablement que la trajectoire future de politique monétaire américaine sera peut-être pas tout à fait celle qui est anticipée. D'accord. Si je regarde, Ça peut bouger fort. Non, mais ça peut être un vrai game changer de ce qu'on verrait dans les dots de la Fed en décembre, quoi. Si il y a en effet plus de dérégulation, une croissance potentielle, on verra, mais en tout cas une croissance économique qui la velléité à ramener à 3% de façon un peu plus structurelle, etc. Des termes que lui qualifie de déportation des tarifs douaniers, ça a aussi une incidence sur l'inflation, ça a aussi une incidence sur la fonction de réaction de la Fed. Ça, c'est un point. À l'inverse, si je regarde l'autre côté de cet échiquier-là, si je vois Madame Harris est élue, si on a à l'inverse des hausses d'impôts, ça veut quand même dire potentiellement secousse sur les marchés d'actions. Alors les taux d'épargne, ils ont été révisés, ils sont quand même assez faibles. Oui. Et ça veut dire que si ça devait arriver, la probabilité de récession, sans doute qu'elle remontera un petit peu, et donc on aura vraisemblablement un peu plus de baisse de taux potentiellement que ce qui est anticipé. Donc voilà. Très clair. Sur la séquence, voilà, pour nous, il y a les deux baisses de taux cette année, à peu près dans les... Et après, on verra, quoi. Et pour la suite, c'est sans doute un peu plus un plateau. La BCE, elle est capable, à nouveau, parce qu'on a félicité la BCE quand elle est partie seule, la fleur au fusil, le 12 juin dernier, pour sa première baisse de taux avant la Fed. Elle serait encore capable, demain, de diverger peut-être du rythme de la Fed, si la Fed devait gérer une situation différente, et que la BCE restait face à la situation de la zone euro. Votre question, c'est quand même un peu si la Fed elle a été trop loin, trop vite. La question pour la BCE, c'est est-ce qu'on n'a pas fait trop peu et trop tard. Là aussi, je prends l'argument des taux réels, c'est-à-dire que si je regarde le taux d'équilibre, en tout cas le niveau d'atterrissage de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, 2%, près. Si je regarde des marchés obligataires, les taux réels sur cet horizon de temps-là, donc d'ici un an, ils sont en Europe positifs aussi de 0,5%. Alors moins élevés qu'aux États-Unis, certes, mais ils restent positifs. Ça, moi, ça m'interroge un peu plus sur la trajectoire de croissance en zone euro, c'est-à-dire que ça partirait du postulat que la Banque Centrale Européenne, elle ne sera pas capable de rentrer en territoire accommodant, qu'elle va rester en territoire restrictif sur toute la séquence, on va dire, qui est 25. Prévisible, exactement, sur 2025. Et ça, je crois que le risque, il est plutôt asymétrique, c'est-à-dire qu'il est possible que la Banque Centrale Européenne, elle doive en faire un petit peu plus, parce que, encore une fois, on a plutôt, en termes d'impulsion budgétaire, on est plutôt en retrait en moyenne sur la zone euro, de l'ordre de 0,3, 0,4 points de PIB, si j'en crois nos derniers calculs. Donc, pour résumer, sur les marchés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aux États-Unis, on va plutôt mettre en place des stratégies de quantification pour de taux, plutôt que d'avoir une vue très directionnelle, parce que là aussi, il y a une forme d'ambivalence, en tout cas, comme je le disais, c'est un peu de jeter une pièce. En zone euro, quand même, je crois, un peu plus d'asymétrie, c'est-à-dire que si on a une vraie déception sur la croissance économique, on pourra avoir des taux d'intérêt un peu plus bas. La BCE, alors, je sais qu'ils veulent voir les chiffres, mais est-ce qu'ils verront des chiffres à un moment qui leur fera changer un peu de rythme? Je sais pas, un pas de 50 ou des pas de 50, est-ce que c'est possible, probable en zone euro à un certain stade? Alors possible, oui, probable, non, mais parce que la BCE est d'une prudence de sioux. Voilà. Mais je pense que la BCE est beyond the curve, qu'elle est en retard sur la dynamique. Certains chiffres à un moment lui mettront la réalité devant les yeux, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses qui devraient l'empêcher de baisser ses taux plus vite, plus fort. Aujourd'hui, quand vous regardez l'activité économique, on est vraiment à part des pays qui vont très bien, comme l'Espagne, vous rajoutez toute l'Europe de l'Est, la Pologne va très bien, etc. Mais ça, c'est pas la zone euro. Donc si vous êtes la BCE, vous regardez la zone euro en moyenne, c'est quand même pas la fête. La France se tient bien, mais vous avez quand même, on est vraiment limite en termes de croissance économique. Et le manufacturier est en récession, donc c'est quand même un vrai sujet. Donc au terme d'économie, d'activité économique, c'est pas bon. Donc là, faut baisser les taux. Quand vous regardez l'inflation, une banque centrale doit prendre sa décision en fonction de l'inflation dans un an. Mais là, d'ores et déjà, l'inflation est largement sous son objectif, qui n'est pas d'être sous les 2. Et on va y être pendant un an. On va être sous les 2% pendant un an, là, peut-être. En février,
février, on sera 0,9 d'inflation en France, quoi. Vous voyez, donc on est à la bourre en termes de politique monétaire quand on regarde l'inflation. Vous regardez ça, et je suis assez d'accord sur ce phénomène, c'est qu'en Europe, on va être dans de la consolidation budgétaire. On parle beaucoup de la France en ce moment de son déficit à 6, mais l'Italie, ils sont à 7. La Belgique, etc. Vous avez plein de pays qui ont des problèmes de consolidation. Alors, bon, les bons élèves, maintenant, c'est effectivement ceux du Sud, l'Espagne, surtout le Portugal, excédent primaire, etc. Donc, on est en excédent cette année pour la deuxième année. Bon, voilà. Mais quand même, on ne va pas pouvoir échapper un peu à de la consolidation en Europe, alors qu'aux États-Unis, le budget, on est à 7% de déficit cette année. On va être au moins à ça l'année prochaine. Donc, le policy mix, on verra. Je ne sais pas, est-ce que le marché laissera faire Les États-Unis, alors là, je vais vous dire que les marchés. Ils ont de la marge encore. L'exceptionnalisme et le privilège exorbitant du dollar, monsieur Giscard. Je sais, mais il peut s'effriter un peu ce privilège exorbitant. Aujourd'hui, il s'effrite. Moi, je suis assez convaincu de ça, mais pas au point de remettre en cause le côté dispendieux de la politique budgétaire aux États-Unis. Donc en Europe, si vous avez l'économie, l'inflation, le policy mix, si vous regardez le marché du travail, il n'y a rien aujourd'hui qui est dans les inquiétudes un peu, je dirais, déplacées aujourd'hui, de dire il y a de l'inflation salariale. Il n'y a pas un seul chiffre dans ce que nous on regarde en big data, en tout ce que vous voulez, dans nos wage trackers. On prend ceux de la BCE, on prend les nôtres. Il y a tous les salaires qui sont en train de suivre, mais quasiment de façon vraiment presque d'école. Elles suivent avec retard l'inflation, mais elles le suivent très fortement à la baisse. Il n'y a qu'à voir les accords salariaux qui sont en train de se négocier. On perd quasiment un demi-point tous les trimestres. Donc on va finir à 2% d'inflation salariale au mieux en 2025. Honnêtement, il n'y a pas d'inflation salariale. Donc il n'y a rien dans toutes les cases là qui l'empêche d'aller plus vite, plus fort. Et là, on parle encore une fois d'aller au taux neutre, même pas d'être accommodant. Donc d'aller à 2, il faut qu'il y aille très vite. Moi, si elle pouvait, je lui conseillerais de faire 50 points de base. Elle ne le fera pas parce qu'elle a peur, parce qu'il gradualise, parce que etc. Mais honnêtement, elle devrait faire 50. Elle ne le fera pas, mais elle devrait. Sophie, qu'est-ce qu'on attend des entreprises dans ce contexte du discours et des chiffres des entreprises, puisque ça va être la séquence quand même micro qui va nous divertir aussi un peu de ces sujets de politique monétaire ou chinois par exemple. Alors, on attend un peu de visibilité parce que effectivement, on a subi là, notamment en Europe, mais pas que. On a subi une phase de détérioration des perspectives avec une visibilité qui était de moins en moins bonne, et on attend d'éventuels signaux de retournement, notamment sur cette question de la demande industrielle, parce que on est vraiment au creux du cycle, et du point de vue de l'investissement, on attend l'impulsion. Alors, la semaine dernière, il y a eu la publication de l'entreprise industrielle Fastenal aux États-Unis, qui était de ce point de vue plutôt encourageant, puisque pour la première fois, ils ont communiqué sur le fait que en séquentiel, au mois le mois, ils avaient là les chiffres de vente qui commençaient à réaccélérer. Donc puis plus de. Il y a un point bas qui est passé. Et que du point de vue du déstockage, puisqu'en fait, ce qui s'est passé dans le manufacturier, c'est un phénomène de déstockage après une période de surstockage post-Covid. Là, ils commencent vraiment à voir une fin de ce mouvement de déstockage. Donc sur cette partie-là, on pourrait avoir des nouvelles, effectivement, une visibilité qui commence à devenir un petit peu meilleure. Il y a des entreprises qui sont en train simplement d'apurer enfin les effets boom-bust post-Covid. Absolument. Et on attend notamment ça en Europe, aussi dans les semi-conducteurs, parce qu'on parle tout le temps de l'intelligence artificielle. Nvidia, c'est génial, il y a de la demande, un chiffre d'affaires pas possible. Mais de l'autre côté du spectre, il y a Infineon, etc. Et les cours de bourse ne sont pas la même tête. Pas du tout. Et donc, il y a effectivement tous les semi-conducteurs qui servent la demande industrielle, automobile, etc., et même consumer, parce que les smartphones, ça n'a pas marché si bien que ça non plus. Et là, on attend effectivement, notamment les chiffres d'Infineon pour voir si on commence à voir se dessiner séquentiel, là aussi, quelque chose qui s'améliore. Un petit peu d'amélioration, ou au moins si l'entreprise est capable de nous donner un horizon de temps plus proche pour ça. Donc c'est vraiment là, les attentes les attentes de publication sur les publications sont assez faibles. D'ailleurs, la première semaine américaine s'est passée plutôt mieux. Et donc, ce qui manque maintenant aux investisseurs, c'est une visibilité sur les segments les plus cycliques de la cote pour effectivement voir s'il y a matière à aller retourner chercher des segments qui ont été c'est ça. mal soufflés. Voilà, parce que le dernier grand mouvement de rotation qu'on a vu cet été, c'est quand même le retour des défensives face à la perte de performance des cycliques. Ça tourne beaucoup quand même, parce qu'on a eu le retour des défensives. On en est où alors ? Puis l'annonce du plan chinois. Un peu de cyclique. Un petit coup de cyclique, mais assez rapidement, le plan chinois fait pchit. En tout cas, les annonces font pchit. C'est ça. Et donc voilà, donc on est dans ce... Mais c'est plutôt sur la partie cyclique qu'on cherche des réponses aujourd'hui. Logiquement, c'est sur la partie cyclique qu'on cherche des réponses. Logiquement, une croissance, on n'est pas en récession, et des taux qui baissent,
normalement, c'est bon pour les cycliques. Maintenant, il y a eu beaucoup d'effets très particuliers et là, on a besoin d'un petit peu de visibilité pour pouvoir accompagner ce mouvement-là. Ouais. Cyclique ou défensive, là, effectivement, est-ce que les résultats vont venir alimenter une idée plutôt qu'une autre, selon vous, Kevin ? Ou est-ce que le sujet est ailleurs, hein, j'en sais rien. Oui, pour nous, c'est plutôt défensif, plutôt société de qualité. Alors, c'est du jugement. Hein. Personne va vous dire qu'il y a des sociétés de mauvaise qualité. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Et appelé ABC. Mais il y a des standards. La finance a des standards quand même sur ce qu'est une entreprise de qualité. Donc... on peut tout à fait parler de ce qu'on qualifie objectivement d'entreprise de qualité. Bon, je vais faire court. Donc plutôt, on va dire, des entreprises qui ont quand même une relative visibilité sur le chiffre d'affaires, sur les marges. Si elles peuvent réinvestir dans leur modèle d'affaires, c'est encore mieux. C'est plutôt ce type de valeur-là qu'on va privilégier parce que là aussi, je crois que on peut avoir des baisses de taux qu'on peut qualifier de milieu de cycle. D'ajustement, si je retourne sur les bancs de l'école. Pour autant, la trajectoire, ça reste quand même celle d'un ralentissement. D'accord. Je crois. On s'attend pas. Et c'est pas quelques baisses de taux qui relancent comme ça une croissance mondiale J'adorerais. Mais malheureusement, ce ne sera pas suffisant. En tout cas, pas chez nous, pas chez nous en Europe. Après, ce que je vous dis là, c'est quand même relativement dans les prix. Et donc la question, c'est un peu plus de mesures d'annonce sur l'économie chinoise. Ça me prendra du temps à se voir dans l'économie si elles viennent. Ça peut venir aider certains marchés. Donc je crois que certains marchés émergents pourraient en bénéficier, peut-être plus que des marchés européens. On pense à certaines économies qui exportent des matières premières, par exemple. Il y a les matières Brésil, l'Amérique latine, bien sûr. Il n'y a pas que des matières premières qui sont utilisées pour la construction. On a aussi quelques phénomènes plus locaux. Si on regarde par exemple du côté des États-Unis, si on a finalement un consommateur qui a un taux d'épargne qui est un peu plus élevé, un taux de chômage qui accélère plus ou moins qu'anticipé, on peut avoir certains secteurs qui ont souffert, dits cycliques, je pense à l'aéronautique notamment, qui ont souffert parce qu'il y avait des phénomènes d'une offre particulièrement importante. Offre qui va un peu se réduire parce qu'il y a quand même quelques accidents qui se sont décidés. On va avoir entre 5 et 8% de la part de marché des avionneurs américains qui va vraisemblablement rentrer dans une situation un peu compliquée. Donc ça peut amener certains thèmes de marché à un peu plus cycliques. Et donc c'est un peu comme ça qu'on regarde les marchés, c'est-à-dire qu'on regarde un cœur de portefeuille plutôt axé sur de la visibilité et puis on va chercher certains secteurs, sous-secteurs ou valeurs qui, sur un horizon d'un ou deux trimestres, peut relativement mieux se comporter. C'est parfait, on va parler de Boeing avec notre correspondant américain dans une seconde. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Kevin Tauzet, Carmignac, Sophie Chevelier d'Orval Asset Management et Jean-François Robin, Natixis. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et chaque lundi, en début de semaine, c'est notre quart d'heure américain. Nous retrouvons notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, avec nous en visioconférence pour faire un point sur l'actualité business et politique côté américain. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. Commençons un peu par le côté business. Là, on sort du débat de marché et on parlait notamment de l'idée du secteur aéronautique américain. C'est parfait parce que le secteur aéronautique américain, avec Boeing, est le dernier exemple d'une entreprise dont les salariés sont en grève. Oui, on se demande si c'est pas d'ailleurs un peu la grève de trop. Et il y a quelques minutes, on vient d'apprendre que la secrétaire au travail, Julie Su, a pris l'avion, a quitté Washington et elle se rend à Seattle pour essayer de remettre autour de la table le syndicat des mécaniciens qui a commencé une grève il y a maintenant 5 semaines et la direction de Boeing. Il y a 33 000 mécaniciens de Boeing qui ont arrêté toute production d'avions civils. C'est quand même une catastrophe et on se demande si ce n'est pas la grève de trop parce que ce syndicat peut-être s'est pris au piège de l'exemple qu'a représenté pour ses membres les grandes victoires syndicales depuis plus d'1 an et demi qui ont abouti à la négociation de nouveaux contrats de travail, de nouvelles conventions collectives, je crois, on dit en français, qui comprennent sur plusieurs années, 4, 5 ou 6 ans, suivant les cas, des augmentations considérables. En 2023, les salariés de UPS, le géant de la messagerie express, ont obtenu des augmentations d'au moins 55%
27% pour les ouvriers de Caterpillar. Pour ceux de Ford, de General Motors et Stellantis, au moins 33%. Et je ne vous parle pas des dockers qui, il y a quelques jours, ont obtenu une augmentation sur la durée de leur contrat de travail de plus de 60%. On voit que chez Boeing, on vient de refuser une augmentation de 30%. Ça ne leur suffit pas. Non seulement ils souhaitent une augmentation supérieure à 30%, mais ils veulent obtenir, et là c'est particulièrement intéressant je pense pour les détenteurs d'actions en bourse, et qu'ils soient institutionnels ou particuliers qui nous écoutent, ils veulent que l'on revienne sur le vieux système des fonds de pension. C'est-à-dire qu'ils veulent retourner au modèle dit du defined benefit et qu'on s'éloigne de ce qu'ils avaient accepté avec réticence il y a quelques années du defined contribution. Quelle est la différence? Quand vous êtes un ouvrier de Boeing, en l'occurrence, le fonds de pension peut s'engager soit à verser au cours de votre retraite des montants qui seront connus d'avance et qui seront revalorisés, soit, ça c'est le vieux modèle qui était très largement abandonné à partir du milieu des années 80, pour un modèle qui coûte beaucoup moins cher à l'entreprise, qui est le modèle où l'entreprise s'engage chaque année à un niveau de contribution au fonds de pension, et suivant les aléas de la gestion de ce fonds de pension, le montant des pensions qui sont perçues au cours de la retraite des ouvriers va changer. Demander à une société comme Boeing de faire de tels sacrifices alors qu'elle enregistre des pertes depuis 2018, elle a perdu 25 milliards de dollars. Elle est assiégée par ses clients, elle est assiégée par les autorités réglementaires, elle est assiégée par l'équivalent américain du Bureau des accidents, elle fait face à des problèmes culturels énormes qui vont l'obliger à complètement revoir son système de mesure de la qualité, tant pour ses programmes civils que pour ses programmes spatiaux et même pour ses programmes militaires. Boeing n'est pas Caterpillar, Boeing n'est pas General Motors. Je pense que la situation de Boeing est beaucoup plus grave, ce qui oblige d'ailleurs la direction à nous annoncer la mise à pied au cours des prochains mois de 10% de ses effectifs. Il va falloir maintenant déterminer comment on les choisit, parce que le syndicat est parfaitement au courant de quelque chose qui est fondamental pour Boeing, c'est la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Le syndicat se sent en position de force, car il sera très difficile de retrouver des ouvriers qualifiés, des mécaniciens qualifiés pour faire remonter en volume la production, en particulier la production du 777X, la nouvelle génération du 777, qui n'a toujours pas obtenu l'aval des autorités réglementaires. Bon, effectivement, situation alors, chez Boeing très très lourde, mais vous avez cité différents exemples. Il y a quand même l'idée que, au moins pour un temps, le rapport de force entre entreprise et salariés a changé aux États-Unis. Je parle. Oui, il a un petit peu changé, à mon avis. Il a beaucoup moins changé que ce que prétend le New York Times. Ça y est. À chaque fois, j'aurai une occasion de... Vous récupérez une pièce à chaque fois, Pierre-Yves, voilà, c'est ça, c'est vrai, pendant des décennies, pour parler comme un néo-marxiste, c'est-à-dire comme un Français, le capital a capté une part croissante de la valeur ajoutée au détriment du travail. Et qu'il y a cette espèce de grande revanche à laquelle nous assistons. Ça, c'est le narratif qui plaît beaucoup à la presse américaine. Je crois qu'il y a un peu de vrai là-dedans, mais je crois que l'essentiel du renversement du rapport de force tient d'abord à la pénurie de main-d'œuvre et surtout à cet éléphant dans la salle à manger dont surtout les démocrates ne veulent pas qu'on parle, c'est l'inflation. Il y a une perte massive de pouvoir d'achat des ouvriers américains qui, du coup, sont hyper motivés pour aller en grève et obtenir de fortes revalorisations de leur salaire et de leurs avantages sociaux parce qu'ils ont été asphyxiés. Rappelons que depuis janvier 2021, date de l'arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden, les prix en moyenne ont augmenté aux États-Unis de 22-23%.
il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu dans le même temps leur salaire augmenter d'autant. Donc je pense que cet élément-là, tout simple, celui du pouvoir d'achat, explique beaucoup. Sur le plan politique, Pierre, il y a 2-3 semaines, effectivement, Kamala Harris se détachait assez nettement, je crois, dans les sondages agrégés face à Donald Trump. 2 ou 3 semaines après, on est revenu un peu à la case départ. Alors nous en parlions la semaine dernière et ça se confirme. Et du coup, le niveau d'inquiétude grimpe chez Kamala Harris parce qu'ils sont maintenant dans les sondages nationaux à égalité. Et dans des États qui sont pudiquement qualifiés d'États pivots, swing states, la course est très serrée. Alors là, je voudrais établir une distinction entre les États pivots et les États pivots. Tous les États pivots ne sont pas les mêmes. Il y a des États pivots qui sont traditionnellement des États pivots. La Pennsylvanie, la Géorgie, par exemple, la Caroline du Nord, qui sont des États qui hésitent, faut-il voter rouge, c'est-à-dire républicain, ou faut-il voter bleu, c'est-à-dire démocrate. Et puis il y a des États pivots qui n'ont jamais été pivots depuis au moins 30 ou 40 ans, et qui sont devenus pivots très récemment. Depuis quand? Depuis que Donald Trump s'est lancé en politique. Le Michigan ne devrait pas être un État pivot. Le Michigan est un État qui vote systématiquement démocrate depuis la nuit des temps. Le Wisconsin, même chose. Pourquoi, dans ces États qui devraient être largement acquis à la cause de la candidate démocrate, les deux candidats sont à égalité, voire avec un léger désavantage pour Kamala Harris? C'est une tendance inquiétante. Alors, quand on essaie de découper ce qui se passe derrière ces sondages nationaux, y compris au niveau des États hésitants, on s'aperçoit que Donald Trump a perdu une partie de l'avantage dont il disposait sur les questions qui préoccupent le plus les électeurs, qui sont 1. L'inflation et l'économie, 2. L'immigration. Il est toujours en tête, on considère qu'il est toujours mieux placé avec ses propositions, qui sont d'ailleurs souvent abracadabrantes, il faut bien le dire, qu'il est mieux placé que Kamala Harris. Kamala Harris a progressé toutefois sur ces thèmes, elle est moins en retard là-dessus qu'elle ne l'a été. En revanche, Donald Trump ne fait pas le retard qu'il aurait souhaité combler sur d'autres questions qui sont moins importantes dans les hiérarchies des priorités des électeurs, mais qui sont très importantes pour la gauche américaine, c'est-à-dire l'avortement et le climat. Bon, au final, ça reste très serré à 3 semaines de l'élection. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... même les plus fins stratèges sont assez réticents à faire un call aujourd'hui pour le 5 novembre. Kamala Harris a commis une bourde monumentale la semaine dernière, qui, à mon avis, a des conséquences aujourd'hui. Elle choisit de ne s'entretenir qu'avec des journalistes qui sont démocrates et qui sont gentils et très bien disposés avec elle. OK. On a compris. Elle est allée dans The View sur NBC, qui est une espèce de panel de femmes qui parlent de tout et de rien et qui lui ont posé que des questions gentilles. Notamment une qui est une question de bon sens. Qu'est-ce que vous auriez souhaité faire différemment de ce que vous avez fait depuis 3 ans et demi avec Joe Biden, puisque vous pensez incarner le changement? Et là, il y a eu un temps de silence et Kamala a répondu: rien ne me vient à l'esprit. J'ai été associé à toutes les décisions importantes de l'administration et j'en suis fier. Stupeur dans le camp démocrate. Elle prétend incarner le changement et elle assume complètement tout ce qui inquiète les électeurs dans la reconduction de Joe Biden sous les traits de Kamala Harris et en particulier la question du pouvoir d'achat. Bon, 22 jours, 22 jours d'ici le 5 novembre prochain. Merci beaucoup Pierre-Yves. Et pour suivre ces 3 semaines, évidemment, Pierre-Yves Dugas, le quart d'heure américain, chaque lundi, 17h45 en direct dans Smart Bourse sur Bismart for Change si vous nous suivez à la télévision. Vous retrouvez ce quart d'heure américain évidemment en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.